Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur la cybersécurité d'après le blog Cocomelon. Donc là, on va voir les techniques d'évasion des moteurs antivirus. Donc à partir des recherches d'Arduino et de chiffrement dans les DL. Donc bonjour, passionnés de cybersécurité et de hackers blancs et toute personne intéressée de près de loin sur la cybersécurité. Donc cet article est le résultat de mes propres recherches sur une autre astuce d'évasion des antivirus. Un exemple, comment contourner les moteurs antivirus à partir d'un simple malware en C++. Cette astuce concerne la façon dont vous masquez vos appels d'API Windows et de l'analyse statique. Donc, quand il dit vous masquez vos appels d'API Windows, c'est en fait on utilise un chiffrement. Dans l'analyse statique, c'est-à-dire qu'on va analyser le malware sans l'exécuter. Lorsque vous souhaitez interagir avec le système d'exploitation Windows, vous devez alors appeler des API Windows, par exemple à partir de librairies comme user32dl de votre code, tel que par exemple le message box A ou toute autre API. Donc si vous spécifiez les appels de votre code, le compilateur inclura la message box A à toutes les API nécessaires dans une table d'importation de votre PE, donc Portable Executable. Cela donnerait des idées à l'analyse de logiciels malveillants pour enquêter de plus près sur votre logiciel malveillant. Donc en fait, ce qu'il voulait dire, c'est que par exemple, si on n'a que le message box qui est directement appelé, ça sera plus détectable par les logiciels anti-malveillants et ça pourrait donner des soupçons, émettre des soupçons. Alors, qu'est-ce que c'est les ordinaux? Donc, à chaque fonction exportée par une DLL identifiée par un ordinal numérique. En fait, ça veut dire un nombre numérique. Et éventuellement, un nom. Donc, il est dit, le nom n'est pas obligatoire, on peut avoir juste l'ordinal, dire le nombre et ça peut fonctionner. De même, les fonctions peuvent être importées depuis une DL, soit par un ordinal, soit par les noms. Donc que ce soit les noms ou l'ordinal, les deux fonctionnent. L'ordinal représente la position du pointeur à l'adresse de la fonction dans la table des adresses d'exportation de la DL. Donc quand, par exemple il y a un décalage. Dans mes articles précédents, j'ai écrit un simple script qui énumère les fonctions exportées à partir de la DL fournie. Donc la DL pour définition. Donc c'est l'article précédent. C'était le hijacking de DL avec les fonctions exportées. Vous pouvez regarder l'ancienne vidéo où ça avait été fait. Je vous explique comment récupérer certains déportations de DL, certains noms. Là, on a le code source qui fait ceci et qui va nous exporter tout ça dans un fichier en dev. Donc, il suffit juste de mettre par argument notre fichier DL. Par exemple, nous, c'est user32dl. Donc, ici. Donc là, il va ouvrir, partir de l'argument, et il va exporter toute la table de symboles, les directoires entrée export, etc. Et il va écrire tout ça dans un fichier dev. Alors, avant de faire ceci, il faut récupérer user32dl. Donc, user32dl se trouve dans disque local C, vous allez dans Windows, système 32 qui est ici, et là, il est là-dedans. Dans ce répertoire, vous trouverez user32dl, par exemple ici, là. Et moi, je vais le copier dans le répertoire où on a le script d'analyse en Python. Donc, on le colle là. Bon, moi, il était déjà existant, on en remplace. Et là, c'est bon. On va l'exécuter. Donc, j'ouvre un terminal dans l'endroit où se trouve le script Python, là, le dldef.py, et on va exécuter. Donc, alors, suivant les systèmes d'exploitation, suivant les distributions, ça peut être Python ou Python 3. Par exemple, c'est un petit Python 3. On met le nom du fichier et on met en argument la DL. Donc là, normalement, si c'est bon, il marque successfully create. Et si je regarde les fichiers, normalement, j'ai un fichier là, user32.def. Donc là, on a exactement la même chose. Et là, lui, il va regarder dans user32df en recherchant que les lignes, qu'en l'occurrence, message box. Donc pour afficher à partir d'un pop-up un message. Donc faisons ceci. On fait 4 user32def, on fait grep, le message box, on fait entrer et là on a tous les noms qui contiennent un message box et on a les ordinaux. Alors les ordinaux, suivant la version des DL etc, on n'aura pas forcément les mêmes que les vôtres. Par exemple, moi j'ai pour message box A, j'ai 2152. Lui, il a 2039. Donc, comme vous pouvez le voir, par exemple, le message box A ordinal et la 2039 pour le A, oui, ça c'est bon pour lui. Et la message box B ordinal, il est à 2046. Nous, on aura plus grand. Si on regarde là, le message box W, on a 2159. Exemple pratique. Donc, nous allons voir ici l'exemple pratique. Les ordinaux peuvent changer à chaque version de la DL, ce que j'ai dit en fait avant, chaque version de DL. Nous ne le codons pas en dur dans notre code.
nous devons rechercher les ordinaux en itinérant la liste et en effectuant une comparaison de chaînes. Oui, c'est comme en fait les ordinaux ils changent par rapport au DL et que par exemple la chaîne, là, le message box ne changera jamais, il faudra par rapport au message box retrouver le nombre ordinaux. Donc c'est pour ça que par exemple ça peut être compliqué de faire ce genre d'attaque. Il faudra s'adapter vraiment à la victime et à des DL bien spécifiques, hein, des versions DL très spécifiques. Cette activité est contre-productive par rapport à notre objectif de masquer le nom de l'API dans notre code puisque nous devons effectuer une comparaison de chaînes lors de la recherche. Ouais, on doit comparer toutes les chaînes et récupérer l'ordino. Par contre, cette technique est très simple. Tout d'abord, j'ai utilisé une astuce du post précédent, donc qui est en fait une méthode qui permet de chiffrer la fonction, le nom de la message box et du module user32. Et là, en bas, on a la récupération de la clé et à partir de ceci, là, on a la fonction void zor, donc la fonction zor qui en fait va déchiffrer la chaîne qui est dedans pour pouvoir l'exécuter. Donc, avant de faire ceci, là, il faut réussir à générer la fonction, le nom de la fonction messageBox en chiffré et l'user32 en chiffré. Donc, par ceci, il faut utiliser encore un script Python pour chiffrer en zor notre nom de fonction. Donc là, on a tout là qui permet de déchiffrer en lui passant la clé. Il va chiffrer octet par octet. Donc là, hop. Et ça, c'est la fonction qui chiffre en vrai. Donc là, il va parcourir et là, ça va chiffrer. Et ça va en même temps, on a un format d'affichage qu'on peut inclure dans un fichier en C++ ou en C. Là, on a notre secret. Et là, à chaque fois qu'on veut chiffrer, on appelle notre fonction avec le nom de la chaîne qu'on veut lui donner, plus on lui passe la clé secrète. Donc nous, ce qu'on veut, c'est user32 et messagebox. Donc faisons ceci. Donc tout c'est dans Cipher, donc c'est ça. Et là, on aura les chaînes si on exécute le programme. Donc exécutons-le. Donc là, on a exécuté et là, on a les deux chaînes qui sont chiffrées, qu'on pourra inclure. Dans notre cas, nous chiffrons user32dl et messagebox, donc ces deux chaînes-là sont chiffrées. En général, nous utilisons la table des pointeurs de nom, dont name pointer table, ou les tables d'ordinaux exportation. Donc exportation ordinal table pour rechercher des ordinaux d'exportation. Donc on a utilisé la fonction pour obtenir la table de répertoire. Donc ici là, ça permet de récupérer la table de répertoire. Donc avec la fonction get module, là on a toutes les variables où il faut instancier les bonnes valeurs dans la structure. Le démarrage de base de la table du module. Il faut vérifier la signature du portable exécutable, si elle est bonne ou pas. Il faut récupérer le coffre du filet header. Et il faut, si c'est optionnel, récupérer aussi certaines informations dans le header. Ce n'est pas obligatoire. Finalement, il faut exporter la table de répertoire. Et une fois que tout est fait, hop, on met tout ça dans les variables. On recherche dans la table les pointeurs du nom, donc name pointer table, le module sont nommés, donc on fait la même chose. Hein. On a des variables là, avec une boucle, on parcourt tout, on récupère par rapport à la base les informations, et grâce à ça, on peut récupérer les informations, la table de pointeur de nom. Comme vous pouvez le voir, il s'agit simplement d'une fonction pratique qui effectuera une recherche binaire. Ouais. Donc là, on va récupérer l'ordinal, donc le numéro de la fonction par rapport aux informations et par rapport au nom du module ou au nom de la fonction. Donc là, hop, on récupère le nom de la fonction, etc. Si on trouve dans le nom de procédure, etc., ça fonctionne. Si procédure n'a pas été trouvée, bon, c'est pas bon. Et une fois que c'est trouvé, on exporte la table ordinale. Dans la fonction principale, dans le corps, là, il y a la fonction XOR qui permet de chiffrer le DL et la fonction. Et on a tout ce qu'il faut à la fin pour injecter le message méo méo. Donc là, on a le code complet qui est mis là, je viens d'expliquer. Donc c'est la même chose là, ce qui a été dit, ça a été expliqué là. Le seul truc qu'on a mis par rapport à l'autre, c'est qu'on a mis là la fonction qui est chiffrée, on l'a mis dans SMMB là, dans le tableau là. Il y en avait pareil pour la DL chiffrée là, on a mis les trucs qui avaient été chiffrés dans notre fichier script Python qui avait fait ça. Et plus la clé qu'on aura besoin pour que tout fonctionne. Il nous reste à le compiler, donc là on va le compiler en 32 bits avec les bons flags et en statique. Hein. Donc on a quelques messages de warning, mais bon c'est pas très grave, ça fonctionne quand même. Et normalement on devrait avoir un fichier qui s'appelle hack.exe et là ça devrait fonctionner. Alors normalement si on l'exécute, donc on va sur Windows, on fait F5 pour actualiser, on clique sur hack.exe, normalement on devrait trouver l'ADL, user32dl plus messagebox A pour afficher ceci et il devrait afficher méo méo. Là bon, et ça a été fait. Et en plus il a déchiffré les chaînes en même temps avec la bonne clé. Donc pour en fait avoir une meilleure évasion au niveau des antivirus, etc. Pas de nom de fonction mis en clair, que l'ordinal. Donc comme on peut le voir, tout fonctionne parfaitement. Donc là, pour avoir plus d'informations au niveau de l'expérience, on va ajouter une ligne dans la fonction principale. Donc moi je l'ai pas mis dans hack.ccp, je l'ai mis dans hack2ccp pour qu'on puisse se différencier. Et donc là on va
nous dire le nom de l'ordinal qu'il a trouvé, donc de l'ordinal qu'il a trouvé. Donc là, il va nous mettre le numéro qu'il a trouvé et on pourra comparer par rapport à ce qu'on avait trouvé avant. Donc ça, là, il faut le mettre dans la fonction main pour que ça fonctionne. Hein, je vais vous montrer. Si on va sur Hack2, donc il est mis là. Et il suffit normalement juste de mettre print message box ordinal il. Donc on va le compiler. Hein. Donc là, on met pas hack normal, on met hack2. Donc là, on valide la compilation, on regarde si on a le fichier X, donc si on a le fichier hack2.x, c'est bon. Et pour voir le numéro d'ordinal, il faut l'exécuter dans un shell, PowerShell ou un vide de commande, comme vous voulez. Donc là, j'exécute hack2.x. Là, ça fonctionne et il a trouvé l'ordino 2049 qui correspond au message box A. On va voir si ça correspond 2149 à l'ordino qu'on avait trouvé au début. Ben, en fait, il y a eu un décalage et il l'a quand même retrouvé. Alors ça, c'est peut-être dû à une protection sur les décalages LSCR. Hein. Je ne sais pas, il faudrait voir un peu plus. Mais là, c'est que la principale chose, c'est qu'il a trouvé le vrai Ordino et que ça a bien fonctionné. Comme vous pouvez contacter, de m'avoir réussi à trouver le bon ordinal parfait. En fait, on peut faire le reset de la recherche sur la chaîne. Alors ça, il faut le faire sur le premier hack.x, c'est pas sur le 2. Que sur le 2, sur le hack 2, en fait, il va retrouver le message box du printf. En fait, il va retrouver cette string là plutôt. Donc, on fait ça. Et si je fais juste sur le hack.x, là, on voit que message box n'apparaît pas dans notre analyse statique. Donc, ça va être plus compliqué pour un logiciel d'analyser ce fichier exécutable. Donc c'est, comme on peut le voir, aucun message box de vérification dans la chaîne. C'est ainsi qu'on peut masquer les appels d'API Windows dans l'analyse statique. Donc là, on a réussi à faire un double masquage en chiffrant les appels, le carnet DL et en passant par les ordinaux. On peut le vérifier pour voir si sur Virus Total ça fonctionne, si on a des détections. On aura des détections parce qu'en fait, cette technique-là est connue depuis super longtemps. Donc ouvrons notre navigateur, allons sur Virus Total. On va choisir notre hack.x. Donc là, on choisit hack.x, on l'upload, donc on va le téléverser. Et là, on attend l'analyse. Et là, on commence à voir que c'est intéressant parce qu'on n'a pas beaucoup de détection. Hein. Là, on n'a que 10 moteurs sur 72 qui ont détecté comme quoi c'était un malware. Donc ça commence à être intéressant pour s'évader. Donc là, il dit qu'ainsi que 6 moteurs sur 68 moteurs avaient détecté notre fichier. Donc nous, on a eu 10 moteurs sur 72 antivirus qui avaient détecté notre fichier comme malveillant. Alors j'espère que cet article, comme d'habitude, fera connaître aux équipes bleues de Blue Team cette technique intéressante et ajoutera une arme d'arsenal de l'équipe rouge, donc Blue Team. Ça sera intéressant en fait pour toutes les personnes qui s'intéressent de loin ou de près à la cybersécurité, pour leur culture personnelle, pour voir comment ça fonctionne et quelles sont les techniques pour s'évader. Hein. Alors il s'agit ici d'un cas pratique à des fins pédagogiques uniquement, c'est pas pour faire des conneries, ni pour faire des choses malveillantes, c'est juste pour apprendre. N'hésitez pas à mettre en retour des commentaires, à mettre des pouces bleus, à vous abonner et à cliquer sur la cloche pour recevoir les dernières vidéos qui sortent.